Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de notre série JS idiomatique dans laquelle on explore comment écrire au quotidien du JavaScript moderne, expressif, maintenable et d'une façon générale conforme à l'esprit du langage. On est en ce moment dans ce que j'aime appeler la Sainte Trinité. Dans l'épisode précédent, nous avions vu la déstructuration. Dans celle-ci, on va s'occuper du REST et du spread et on finira dès mercredi prochain avec le dernier épisode, le dernier compère, les valeurs par défaut. Pour chacun de ces sujets, fais-moi confiance, même si tu crois tout connaître, tu apprendras quand même des trucs. C'est un peu la marque de fabrique de nos vidéos, de nos articles et de nos formations, pas vrai? Donc on doit rester fidèle à notre réputation. Comme toujours, pour faciliter la relecture, on t'a mis le chapitrage dans la barre de lecture et dans la description. Il reste encore 9 vidéos dans cette série, sans compter toutes les vidéos sur Git et sur les nombreux autres sujets qui vont bientôt sortir. Alors surtout, pense à t'abonner et pourquoi pas à activer la cloche. Et puis, si pendant la vidéo ou à l'issue de la vidéo, tu as des compléments d'infos, des questions, des anecdotes ou n'importe quoi dont tu voudrais nous faire part, n'hésite surtout pas, laisse-nous des petits commentaires, on est toujours ravis de lire tes retours. Le REST et le spread en JavaScript, c'est parti. Alors, le REST spread, pourquoi faire? L'idée, c'est de pouvoir passer d'une série de valeurs ou de paires clés-valeurs qui sont individuelles, on dit parfois des valeurs ou des paires discrètes, à un conteneur qui lui est consolidé. Donc par exemple à un array ou à un objet. Et d'ailleurs, réciproquement, on peut avoir un itérable et vouloir utiliser ces valeurs individuelles comme si elles étaient présentes physiquement séparées dans le code. Même chose pour un objet dont on veut pouvoir utiliser les paires clés-valeurs dans le contexte de code où on se trouve. Les cas d'utilisation, pour ça, en fait, ils sont nombreux, mais pas forcément intuitifs. Surtout si tu n'as pas une grosse expérience de production en JavaScript, tu n'es pas forcément tombé sur les situations concernées. Alors, l'opérateur, aussi bien pour le REST que pour le spread, c'est le même, c'est le point préfixe, c'est-à-dire avant l'identifiant. Par exemple, items. Il y a des langages où c'est ce même opérateur, mais préfixe dans un cas, suffixe dans l'autre, par exemple en Java. Mais dans JavaScript, c'est préfixe quoi qu'il arrive. En fait, ce qui va déterminer la sémantique, le rôle de l'opérateur, c'est son emplacement dans le code. Si tu es dans une déclaration, tu es en train de faire un REST. Donc, par exemple, tu vas être dans la déclaration d'une signature de fonction ou alors dans une déstructuration. Le reste apparaîtra à ce moment-là toujours à la fin de la liste. En revanche, si tu es dans une expression, par exemple, les arguments d'un appel de fonction ou alors dans un littéral objet ou un littéral tableau, tu es en train de faire un spread. Et là, pour le coup, on peut avoir autant de spreads qu'on veut, dans les positions qu'on veut, potentiellement même plusieurs spreads issus de la même source. Ce n'est pas nécessairement des sources différentes. Commençons par le REST positionnel apparu avec ES 2015. Alors, comme son nom l'indique, un REST, ça sert à récupérer le REST. T'es content de regarder cette vidéo. C'est utilisable dans les signatures de fonctions et dans les déstructurations positionnelles du coup. Et l'idée, c'est de regrouper les éléments de liste restants dans un véritable array. Ça sert principalement à deux choses. On va commencer par l'implémentation de fonctions variadiques. Derrière ce terme qui claque, en fait, se cachent simplement des fonctions qui acceptent un nombre quelconque d'arguments, ou en tout cas un nombre variable. Et en fait, des fonctions variadiques, il y en a pas mal dans la bibliothèque standard. Par exemple, il y a la méthode push des arrays qui accepte un nombre quelconque d'arguments, qui vont tous être pushés d'un coup. Il y a également math.max, math.min qui prennent aussi un nombre quelconque d'arguments sur lequel ils réalisent un minimum ou un maximum local. Imaginons par exemple qu'on veuille écrire une fonction qui calcule la moyenne de ses arguments, quel qu'en soit le nombre. Alors on pourrait tout à fait utiliser dans des fonctions traditionnelles une bonne vieille boucle numérique dégueulasse et la variable automagique arguments qu'on trouve dans les fonctions traditionnelles. Et on ferait cette boucle-là, on fait une somme, etc. Et de fait, ça fonctionne. Si je l'active, voilà, j'obtiens 13, on voit ma somme qui s'agrège au fur et à mesure, qui vaut 12, et puis 19, 37, etc., etc. Et j'ai bien ma moyenne. Bon, dans ce cas précis, on est sur une consolidation progressive de résultats, on est dans un cas typique de reduce. On aimerait bien pouvoir utiliser la méthode reduce des arrays et faire quelque chose qui, pour le coup, ressemblerait davantage à ça. Hop, hop, on va chercher dans Arguments. Un reduce dans lequel, alors du coup, je vais quand même faire une
une fonction fléchée pour le coup, parce que je ne vais pas me galérer. Voilà, hack n qui renvoie hack plus n, voilà, comme ça on fait la somme, etc. Donc c'est pas trop mal, mais ça explose, voilà, argument reduce is not a function. Et pourquoi? Parce qu'argument n'est pas un array. Hein. Argument, c'est une saloperie de arguments avec un A majuscule, qui est un type de données qui est comme le H de Hawaï, il sert à rien. Ça, historiquement, si on voulait utiliser des méthodes de array sur arguments, d'ailleurs, on est obligé de faire des trucs un peu chaudasses hein, sur les bords, un truc genre comme ça. Values égale, regarde un peu, comme tu es content de devoir te fader du JavaScript de Roxor juste pour pouvoir faire ton truc, là. Voilà, là ça remarche, ok, super, merci beaucoup. Mais c'est du code, évidemment, qui n'a pas sa place ici, qui est d'un niveau de compétence ou de compréhension, qui est sans aucune commune mesure avec ce que tu es en train d'essayer de faire. Ce qu'on peut faire, c'est passer, pour le coup, par un REST positionnel dans notre signature. Ici, on n'a aucun traitement particulier à fournir sur les premiers arguments, donc c'est vraiment la totale de la signature qu'on va rester. On va l'appeler comme ceci, hop, values, et puis voilà, clac. Et ça se passe infiniment mieux, c'est infiniment plus court. En plus de ça, cette syntaxe à base de REST dans la signature, elle est disponible aussi sur les fonctions fléchées, ce qui n'est pas du tout le cas de la variable arguments, comme on le verra dans une prochaine vidéo dédiée aux fonctions fléchées. Abonne-toi. Je l'ai dit tout à l'heure, le REST positionnel est aussi utilisable dans une déstructuration positionnelle. On a un exemple ici avec ce tableau people et puis cette déstructuration positionnelle qui va chercher spécifiquement first et second pour les positions 0 et 1 du tableau et others qui va récupérer la totale. Alors ça n'est pas seulement, encore une fois, pour les tableaux en entrée, c'est vraiment n'importe quel itérable, hein, c'est un des mécanismes de consommation des itérables. Et en fait, il y a énormément de choses hein, qui sont itérables en JavaScript. Hein. Pour rappel, on a les tableaux, bien sûr, on a les maps, on a les sets, on a les node lists, hein, tout ce qui est document de query selector all. On a les strings qui sont itérables sur les code point Unicode, donc d'une manière un peu plus pratique que tout ce qui est slides ou charat qui sont basés sur des codets. Et on a du coup ici un exemple de ça. Tu vois, si je vais regarder first, eh ben, c'est Alice, second c'est Bob, et du coup dans others, j'ai Claire et David. Et je voulais revenir sur les signatures de fonctions qu'on a déjà vues, mais insister sur ce côté, ça marche aussi évidemment de pouvoir affecter un traitement spécifique aux premières positions et juste avoir le reste à la fin, pas nécessairement pour tous les arguments. Hein. Si j'appelle ici podium avec toute une série de personnes, eh bien first, second et third seront Alice, Bob et Claire, et puis runner-ups prendra le reste, hein, David, Erin et Fred. Et d'ailleurs, point très important, un REST ne produira jamais nul ou undefined. Un REST positionnel produira toujours un array, un véritable array, hein, sur lequel donc toutes les méthodes d'array, la grosse quarantaine de méthodes qu'il y a sur les instances de array, sont disponibles. Ici, par exemple, si j'enlève Claire et David, eh bien others, c'est pas nul, c'est pas undefined, c'est juste un tableau vide. Même chose ici, si j'appelle même simplement avec deux arguments, bon bah du coup third sera undefined, runner-ups est un tableau vide. Donc pas de cas particulier dans notre code, on a la garantie d'avoir un array sous la main, et c'est tant mieux parce que les cas particuliers, c'est le mal. Parlons maintenant du spread positionnel, lui aussi apparu en ES 2015. Alors tu le sais pas forcément, en anglais, spread signifie étaler, répartir, ce qui donne une indication sur le rôle de l'opération. Hein. Et le spread positionnel, on va pouvoir l'utiliser eh bien, dans des appels de fonctions, hein, entre les parenthèses, ou alors au sein d'un littéral objet. Et le spread consomme un itérable, n'importe quel itérable, comme une déstructuration positionnelle, sauf que le spread, lui, il va le consommer intégralement, jusqu'au bout. Donc évidemment, on évite les itérables infinis, comme les fonctions génératives, qui sont des séquences mathématiques, parce que consommer l'infini jusqu'au bout, ça prend de la RAM. Et pour le coup, un spread dans son emplacement dans le code revient à avoir toutes les valeurs individuelles de l'itérable consommé qui sont présentes à cet endroit du code, séparées par des virgules. Alors c'est très pratique, par exemple, lorsque on va vouloir passer à une fonction des arguments individuels que nous on a sous forme d'un tableau d'arguments. Par exemple, pour concaténer deux tableaux de manière modifiante, parce que sur les arrays, on a l'opération concat, hein, comme dans la très grande majorité des langages, c'est très bien, sauf que concat est non modifiante, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de langages, hein, et donc elle ne touche pas au tableau d'origine. Si je veux toucher au tableau d'origine, j'ai la méthode push. Le problème de la méthode push, c'est qu'elle prend les arguments sous forme d'arguments individuels. Hein, vous le voyez dans son info de signature, c'est l'équivalent d'un reste. Et donc si je lui passe AR2, eh bien en fait, c'est raté. Je me retrouve
avec une longueur finale qui est 4, ce qui n'est pas bon signe, et un 1, en fait, eh bien, elle a imbriqué les tableaux. Alors, historiquement, j'étais obligé de faire un truc assez hardcore. J'étais obligé de faire ça, push, apply, R1, R2. Ça marche, j'ai bien un 6, mon R1 il a bien bougé, mais qu'est-ce qui se passe dans ce code si je n'ai pas compris les chaînes de prototypes, apply, call, bind, ce genre de choses, qui sont des sujets quand même avancés en JavaScript, eh bien, je ne comprends absolument pas ce qui se passe là-dessus. Moi, j'ai envie de quelque chose de lisible et de simple, et c'est là où le spread va m'aider. Je peux très simplement appeler push et spreader le tableau R2 comme autant d'arguments individuels, comme s'il y avait présent physiquement entre ces parenthèses le 4, le 5, le 6. Et du coup, je me tape bien une nouvelle longueur qui est 6, ce qui est plutôt bon signe, et R1, effectivement, contient mon contenu. Le spread, d'ailleurs, n'est pas du tout limité à ça. On peut très bien spreader autant de fois qu'on veut, pas nécessairement la même source. Je pourrais carrément respreader R1 dans lui-même, si j'ai envie, pourquoi pas, ou R2 deux fois, voilà, et puis mettre un 10 là-dedans, voilà. R1 a bien tous les contenus qui m'intéressent, donc on n'est pas limité là-dessus. C'est aussi une bonne manière de créer un tableau dérivé, par exemple, quand on fait de l'immutabilité pas chère, des réducteurs Redux ou ce que vous voulez, et que je dis, tiens, voilà, j'ai besoin de générer un nouveau tableau qui est basé sur A1, mais avec des trucs devant ou derrière, je peux très bien faire juste, voilà, j'ai un nouveau tableau. On va faire un const items égal. Voilà, comme si j'avais fait un unshift sur A1, sauf que unshift, lui, aurait modifié A1. Ici, je n'y touche pas, je me contente de consommer le tableau. Le spread est une opération qui n'est pas modifiante. Et inversement, si je voulais faire l'équivalent d'un push, évidemment, j'aurais pu faire comme ça, j'aurais pu rajouter des choses à gauche, à droite, enfin peu importe, créer un nouveau tableau dérivé sur la base du tableau d'origine, en tout cas de manière agrégative. Ça se fait facilement avec un spread dans un nouveau littéral tableau. En revanche, attention, le spread ne peut pas être utilisé sur nul ou undefined. Comme d'ailleurs pour une déstructuration, un spread positionnel, si tu fais un truc du style var toto, voilà, c'est undefined, et tu essaies de spreader toto, par exemple pour faire voilà, un tableau, comme ça, hop, et bien voilà, toto is not iterable. On ne peut spreader que des itérables. Nul et undefined ne sont pas des objets, ils ne sont pas itérables, donc voilà, que je fasse un undefined ou un nul, c'est le même principe. Je ne peux pas spreader en spread positionnel quelque chose qui est non itérable. Un dernier point dont je veux te parler, c'est le pro-type du jour, en quelque sorte. Je vois régulièrement des gens qui utilisent comme ça un spread positionnel unique au sein d'un littéral tableau pour convertir un itérable qui n'est pas un array en array, histoire de pouvoir utiliser une des méthodes de array. Par exemple, un set, une node list, des choses comme ça. Bon, cette syntaxe, crochet, point, 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 ok, d'accord, c'est concis, ça se la pète un petit peu, c'est pas nécessairement très lisible. On a tout de même une bibliothèque standard avec une API array.from qui est quand même nettement plus lisible. Et puis surtout ici, ce qui est dommage, c'est qu'on a une première passe de consommation de la source pour produire ce tableau, et ici par exemple une deuxième passe pour faire le map. Il se trouve que array.from a deux arguments, et c'est donc un petit peu plus intéressant en plus d'être plus lisible. Ça va être un peu plus performant. Déjà, à minima, je peux faire ça. C'est pas tellement plus performant, et encore, ça dépend des cas de figure, mais en tout cas, c'est plus lisible. Mais surtout, je peux, lui passer directement en deuxième argument à array.from, le mapper, auquel cas, j'ai une seule passe de consommation avec la transformation à la volée. Ce qui, là, pour le coup, peut être nettement plus performant, en plus d'être plus lisible. Résultat des courses, tu veux convertir un itérable en array, array.from est ton ami, plutôt que de t'amuser à faire des crochets spread. Parlons maintenant du REST sur propriété, souvent appelé REST nominatif. Il est apparu en ES 2018 en standardisant une proposition du langage qui s'appelait REST Spread Properties, et c'est cool. C'est inspiré en fait d'une syntaxe dans JSX de React, qui est le spread de props. Et ça a permis à cette proposition d'évoluer et de finir par être standardisée. Le REST sur propriété ne peut avoir lieu qu'au sein d'une déstructuration nominative. Et c'est un peu comme un reste positionnel dans une déstructuration, c'est-à-dire qu'il va récupérer cette fois-ci le reste des paires clés-valeurs de l'objet source, c'est-à-dire toutes celles qui n'ont pas été explicitement listées par ailleurs dans la déstructuration avant lui. Comme pour un reste positionnel, le reste sur propriété doit être à la fin de la liste.
On a un petit exemple ici, on a cette fonction preProcessConfig qui prend une config qui va commencer par en sortir certaines propriétés spécifiques, en l'occurrence debug et env, et qui va vouloir créer un nouvel objet, de la même manière qu'un rest positionnel va générer un nouveau tableau, eh bien, on va avoir un nouvel objet mainConfig avec toutes les paires clés-valeurs qu'il y avait dans config, sauf celle de la clé debug et de la clé env, qui d'ailleurs n'était peut-être pas là, auquel cas debug et env seront à undefined. Comme lorsqu'on va lire une propriété sur un objet et que cette propriété n'existe pas, on obtient undefined. On va voir ce que ça donne à l'exécution ici. Si je décommente cet appel, tu peux constater que debug est à true, évidemment, puisque j'ai passé debug, env est à production, et que ce qui est passé à processConfig, c'est un objet dans lequel il n'y a plus que mode et path. D'accord? En revanche, si j'avais pas passé de env, hop, bah voilà, c'était pas un problème, mon env était à undefined simplement, mais c'était pas une source d'erreur en soi. On verra dans la prochaine vidéo, mercredi, que quand on combine ça avec les valeurs par défaut, on obtient des trucs vraiment cool. Et même chose, si je n'ai pas en fait de propriété à mettre dans ce reste sur propriété, c'est pas un souci, vous le voyez, config là-haut est à l'objet vide, il n'y a pas de nul, il n'y a pas undefined, on n'a pas de cas particulier. On a un objet sans propriété propre, donc vide, mais qui conserve quand même, pour ceux que ça intéresse ou qui se posent la question, object comme prototype. Il n'a pas un prototype nul, comme les objets qu'on appelle parfois des blank slate. Enfin, parlons du spread sur propriété, ou spread nominatif, lui aussi apparu avec ES 2018. Il n'est possible qu'au sein d'un littéral objet, et on peut avoir évidemment plusieurs spreads, y compris sur la même source, au sein de ce littéral. Vu qu'il figure dans un littéral objet, forcément, il contribue à la création d'un nouvel objet, pas à l'altération d'un objet existant. Et le spread sur propriété revient à avoir dans le code, à son emplacement, l'ensemble des paires clés-valeurs pour les propriétés propres et numérables de son objet source. Ça sert à plein de trucs. Par exemple, à fusionner deux objets ou plus ensemble. Ici, j'ai un objet ADDR1 avec voilà, un street qui est le 19 rue FM, un zip qui est le 92700, un city c'est Colombe, et puis un ADDR2 avec un zip à 75 011, un city à Paris, un country à FR. Si je les fusionne tous les deux, eh bien, j'obtiens le street du premier qui n'a pas été écrasé, le zip du deuxième pour le coup, puisque c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Lorsqu'il y a des homonymies entre les spreads ou même les propriétés littérales d'un objet, eh bien, on a toujours le dernier qui fonctionne, exactement comme si on listait ses propriétés manuellement. City qui va être à Paris, pareil, écrasé par le deuxième, et Country à FR, puisqu'il n'y a même pas de Country dans ADDR1, donc c'est celui d'ADDR2 qui a gagné. Il y a une variante de ça qui consiste à produire un objet final à partir de plusieurs sources, notamment des valeurs par défaut, les données réelles qui nous sont transmises, et peut-être des choses ensuite inscrites en dur à garantir. Ici, par exemple, cette fonction normalizeConfig, elle va produire un nouvel objet qui part des defaults, qui va ensuite compléter avec la config éventuelle qui lui est passée, et qui va garantir un normalizeDate avec un eurodatage. Donc ici, normalizeConfig, si je file un term IO, un times à 4, eh bien je vais avoir mon times à 4, le séparateur tiré des defaults, que je n'ai pas surchargé, mon term IO, et un normalizeDate quoi qu'il arrive. Et si j'avais mis un autre normalizeDate, eh bien il n'aurait de toute façon pas été pris en compte, puisque, encore une fois, c'est l'ordre qui joue, et ici, cette valeur en dur de normalizeDate, elle a lieu après le spread de config. Donc l'ordre est extrêmement important quand on fait des spreads comme ça dans du nominatif, puisque à homonymie de clé, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Un dernier cas de figure, c'est ce qu'on appelle des objets dérivés, c'est-à-dire partir d'un objet original et juste produire un nouvel objet qui est l'original avec certaines modifications. Là, pour ça, le spread nominatif, le spread sur propriété est idéal. On le retrouve du coup, encore une fois, quand on fait de l'immutable pas cher, dans des réducteurs Redux, des choses comme ça. Ici, on a un objet John. Il a name à John, age à 42, size à 5.8. Et j'ai cette fonction derive qui va produire un nouvel objet qui est tout l'objet original, mais avec un size qui a été modifié. Donc on préserve toutes les clés-valeurs de l'objet original. Par contre, on garantit un size qui va bien. Si je fais un derive John à 6.1, John lui-même n'a pas bougé. Encore une fois, on produit un nouvel objet. Par contre, effectivement, ce truc-là, eh bien, il a John, il a age 42, mais il a bien un size à 6.1. Le résultat de ce littéral objet avec le spread a bel et bien les nouvelles valeurs, tout en conservant dynamiquement l'ensemble des clés-valeurs de l'original. Donc c'est extrêmement pratique pour ce type d'utilisation. La dernière chose à savoir, et qui est vraiment cool, c'est qu'on peut tout à fait spreader
nominativement comme ça, nul ou undefined. Il n'y a pas d'exigence sur le caractère itérable. N'importe quel objet peut faire l'objet d'un spread nominatif, d'un spread sur propriété. Et du coup, c'est assez sympa. Si on a du undefined ou du nul, ça va pas le gêner plus que ça. Par exemple, ici, si je derive nul 6.1, c'est pas grave. Il va m'envoyer un size 6.1. Le fait d'avoir spreadé en nominatif, nul ou undefined, est une opération neutre, en fait, ça ne fait absolument rien. Même si j'avais carrément filé undefined, comme une brute, hop, comme ça, voilà, ça ne gênait pas, j'avais juste mon nouvel objet avec size 6.1. Donc ça, c'est assez confort, c'est pareil, ça nous permet d'écrire du code un petit peu plus concis, sans avoir à vérifier que les objets qu'on s'apprête à spreader sur propriété sont présents, que ça soit un objet vide, un nul ou un undefined, on va le traiter pareil. Et ça, c'est assez sympa comme flexibilité au niveau de notre code. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le REST et le spread en JavaScript, y compris en ES 2018. Alors, et toi, comment utilises-tu le REST et le spread dans ton code? Est-ce que tu utilises seulement les variantes positionnelles ou plutôt les nominatives? Est-ce que tu utilises plutôt des REST, plutôt des spreads? Est-ce que tu les utilises dans des cas qu'on n'a pas du tout illustrés ici? Dis-nous tout dans les commentaires. Pour aller au bout de notre fameuse sainte trinité de fonctionnalités, il nous reste les valeurs par défaut, et ça, ce sera la vidéo et l'article de ce mercredi, cette même semaine. Alors pense à t'abonner, pourquoi pas à activer la cloche, et puis si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu, et surtout parle-en autour de toi, partage-le sur tes réseaux, ça nous aide à toucher et à aider sans cesse plus de monde. Merci de nous avoir regardés, et à très vite.